Actuariat. Éclairer les risques, tracer l'avenir. Un podcast proposé par l'Institut des actuaires. La gestion d'actifs passifs, ALM, Asset Liability Management, un acronyme technique mais un enjeu vital pour les assureurs. Derrière, il y a une question simple, est-ce que les placements suffiront toujours à couvrir les engagements pris envers les assurés ? Et attention, l'ALM n'est pas seulement une fonction de back-office, c'est aussi un vrai levier de création de valeur. Bien pilotée, elle sécurise la solvabilité, elle optimise la performance et elle contribue directement aux revenus des assureurs. Je suis Grégoire Tournon et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Erwan Codet, associé au sein d'EY, service financier en charge de l'actuariat vie. Il partage avec nous les enseignements d'un benchmark tout récent sur les pratiques, les outils et la gouvernance en matière d'ALM. Bonjour Erwan, bienvenue à l'Institut des actuaires. Bonjour Grégoire, merci d'abord. Comme vous l'avez mentionné, je suis associé au sein d'EY, au service des assureurs, et je suis membre également de l'Institut des actuaires. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager sur les sujets ALM. Merci beaucoup et nous aussi. Alors ALM, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais très concrètement, ça recouvre quoi chez les assureurs vie ? De manière générale, on peut définir un certain nombre d'activités qui sont au cœur de l'ALM. On va trouver là-dedans l'allocation stratégique d'actifs. On va également avoir les enjeux de gestion de la liquidité. On va retrouver un certain nombre d'études ou d'analyses de scénarios de stress qui visent à gérer, je dirais, les enjeux de marché. Du risque marché plus exactement. Il y a également la mise en place des stratégies de couverture. Et puis vous allez en dernier lieu avoir tous les sujets qui sont liés à la production d'indicateurs que vous allez produire au cours de l'année, à savoir par exemple les gaps de duration ou gaps de trésorerie. Vous avez évidemment également d'autres fonctions qui peuvent, d'autres travaux qui peuvent être rattachés à ces directions. Elles sont plus liées à l'organisation à ce moment-là et donc moins attachées au sujet de l'ALM. Alors justement, vous avez parlé de quelques indicateurs. Quels sont ces indicateurs que vous regardez en priorité pour piloter l'ALM et à quelle fréquence vous les suivez ? On peut commencer par les indicateurs clés. On va trouver les enjeux de rendement. On va trouver également le gap de trésorerie et le gap de duration qu'on a mentionné tout à l'heure, ainsi que les sujets, je dirais, d'indicateurs liés à la gestion de la liquidité. On va avoir aussi des indicateurs liés à la solvabilité 2, comme le ratio de solvabilité ou le SCR. Et enfin, des indicateurs qui sont liés à, je dirais, la gestion des actifs. Donc, on va trouver là-dessus tout ce qui est gestion des expositions en devises, géographiques ou par secteur. On va avoir aussi les indicateurs liés au risque de concentration des actifs ou également aux évolutions de PMVL. Des plus ou moins values latentes, plus exactement. En dernier lieu, on va également trouver d'autres indicateurs, mais c'est plus hétérogène chez les acteurs, à savoir pour ceux qui utilisent les IFRS, des indicateurs qui y sont attachés, ou également des indicateurs de développement durable. Et en termes de fréquence ? Alors sur la fréquence, ça va être également assez hétérogène. Néanmoins, la majorité des acteurs réalisent des reportings plusieurs fois par an. Ça peut être mensuel, trimestriel, ou voire en continu pour certains. Et qui tient la barre de l'ALM dans une compagnie vie et quels sont les acteurs et comités qui ont leur mot à dire ? Là encore, on va trouver des organisations assez différentes. Il n'y a pas une seule organisation qu'on trouve au sein des sociétés d'assurance. Néanmoins, on va trouver principalement ces directions rattachées à la direction des investissements, à la direction de l'actuariat ou à la direction des risques. En termes d'acteurs, on va retrouver ces trois acteurs. Alors évidemment, la direction des investissements au titre des actifs, la direction actuariat plutôt au titre des passifs, et peut-être une mention spécifique sur les scénarios économiques. C'est des sujets assez techniques qui nécessitent une certaine expertise et elles sont souvent localisées au sein d'une équipe spécifique, localisée au sein du groupe et qui permet d'adresser ces thématiques.
En termes de gouvernance, maintenant, on va avoir des comités ALM qui vont en moyenne être réalisés 2 fois par an. Et on va avoir également les sujets ALM qui vont être couverts à travers les comités des risques ou le comité des investissements. Parmi ces acteurs, il y en a un qui est plus important que l'autre ? Difficile à dire, ça dépend vraiment des organisations en réalité. Je dirais que, encore une fois, on va retrouver quand même la direction des investissements de manière très impliquée puisqu'ils sont au cœur de la gestion des actifs et la direction de l'actuariat parce que eux vont délivrer un certain nombre d'hypothèses du passif notamment. Alors, à quoi ça sert, en clair ? Quels bénéfices l'ALM apporte d'abord aux assureurs, puis aux assurés ? Je dirais que les intérêts sont assez communs, convergents en la matière entre les clients et les assureurs, tout simplement parce que si on prend par exemple l'assurance vie ou la retraite, plus la performance sera importante et plus les assurés pourront bénéficier par l'intermédiaire de la participation aux bénéfices des réussites de l'assureur lui-même. Et évidemment, pour l'assureur, ça lui permet d'assurer une profitabilité. On va retrouver exactement la même chose sur la partie gestion des risques. On a toujours ce couple rendement-risque. Et donc, sur la partie des risques, en tant qu'assuré, on nous sera rassuré par une bonne gestion des risques qui sont afférents à la gestion des actifs. Et évidemment, pour l'assureur, il est indispensable de pouvoir bien assurer un risque soutenable pour la pérennité de l'entreprise. Alors, le gros morceau, c'est l'allocation stratégique d'actifs. Comment on la décide ? Quelle méthode et quelles hypothèses ? Peut-être pour débuter, on peut rappeler par la fréquence. Donc la fréquence de l'allocation stratégique d'actifs, c'est principalement annuel. En termes de granularité, elle est produite au niveau portefeuille et canton, avec souvent la volonté d'avoir une vision sur les fonds propres séparés. En termes de méthodologie, d'hypothèse et de granularité de l'allocation stratégique d'actifs, on ne va pas trouver une uniformité chez les acteurs. Donc, on va trouver des pratiques qui peuvent être différentes sur certaines thématiques et on va les repartager. Donc, sur les approches, si on prend les approches, il y a, pour simplifier, 3 grands types d'approches. Vous avez une première type d'approche qui est basée sur la frontière efficiente, un deuxième type d'approche qui est basée sur la réalisation de sensibilité, et puis un troisième type d'approche qui combine ces 2 autres approches. En matière d'hypothèse, maintenant, on va avoir notamment le sujet de la frontière des contrats. Alors, c'est quoi la frontière des contrats ? C'est la prise en compte des primes futures, jusqu'à quel point on les prend. C'est un sujet d'actualité, notamment avec IFRS, qui dispose d'une frontière de contrat différente de S2 et qui re-questionne quelque part ce qui peut être pertinent de retenir. S2 ? Solvabilité 2, évidemment. On va retrouver également les enjeux d'hypothèses économiques. Donc les hypothèses économiques, on va avoir à définir les hypothèses dans un monde réel, aussi parfois dans un monde risque neutre. Et il y a un certain nombre de sous-jacents qui sont assez techniques d'ailleurs et qui, du coup, sont pas toujours homogènes selon les acteurs. Dernier point, ça concerne les mécanismes d'atteinte du taux cible d'allocation. Donc, vous définissez une méthode d'allocation stratégique et puis, faut savoir d'abord sur quoi vous prenez, enfin, qu'est-ce que vous prenez en référence ? Est-ce que c'est la fair value ou la book value ? À quel terme vous convergez, etc., etc. Donc là aussi, vous allez trouver des pratiques assez différentes. Et les outils à disposition ? Alors, vous avez 2 types d'outils. Je dirais que vous avez l'outil, cœur, qui est également utilisé pour le calcul des best estimates sous solvabilité 2 ou sous les IFRS et qui sont également utilisés dans le cadre de l'ALM, qui est du coup l'outil de cash flow qui est utilisé. Et puis, vous avez des outils propres finalement aux travaux d'ALM, rattachés aux actifs, rattachés également à la gestion des risques et à la production des indicateurs qu'on a pu mentionner juste avant.
Si on prend un peu de recul, qu'est-ce que l'ALM change dans le métier d'actuaire ? Ce qu'on va trouver, ce que je voulais commencer par partager, c'est la richesse, la richesse du sujet qui parcourt à la fois la gestion des actifs, la gestion des passifs et également la modélisation des scénarios économiques qui restent, somme toute, assez complexes. Tout ça donne lieu finalement à un certain nombre